la certitude à l'incertitude ou encore d'un brouillard à un fleuve tranquille, les parlements peuvent s'avérer très décisifs dans le sort sociopolitique des pays. Si, en France, la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron a plongé le pays dans une crise politique sans précédent depuis les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet passés. Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, et son premier ministre Ousmane Sonko se frottent plutôt les mains à Dakar après les législatives anticipées du 17 novembre passé. Il y a maintenant une semaine, les députés français ont fait tomber le gouvernement du premier ministre Michel Barnier, tandis que le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n'a jamais été aussi confortable avec les 130 députés obtenus justement au Parlement sur les 165 que compte au total l'Assemblée nationale du Sénégal. Alors, comment les parlements sont-ils autant déterminants dans le sort politique du pays? On en parle ce matin avec Latif Boni, journaliste à la rédaction de Téléhémicycle et analyste politique. Latifou, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale le 12 septembre passé, est-ce qu'on peut dire que Bassirou Diomaye Faye était en train de jouer à une sorte de pari politique avec l'avenir du Sénégal? Pas peut-être avec l'avenir du Sénégal, mais on pourrait dire avec cette large légitimité qu'il a eue à l'issue des présidentielles, qu'on pourrait dire avec, on va dire, son compère Sonko, avec qui il forme finalement un des duos, comme vous l'avez dit, les plus confortables dans leur gouvernance. Et ce pari-là, il a gagné. C'est vrai que c'était risqué. Risqué parce que dans le même temps, on voyait comment dans le monde parlementaire et dans le monde partout entier, les parlements, ou plutôt la chose parlementaire, résonnait comme une synonymie de tumulte. Et ça, pour oser, on va dire, dans les conditions dans lesquelles il a pris la décision, Diomaye Faye, pour oser faire ce pari-là, il fallait vraiment croire à la démocratie. Justement. Je parlais de Paris parce qu'il n'y a pas que le contexte sénégalais qui comptait aussi. Tout à fait. Il y a les réalités géopolitiques de l'Afrique et du monde. Tout à fait. Il a quand même pris cette décision. C'était aussi courageux, non? C'est assez courageux, mais en même temps, il y a quand même que la légitimité, on va dire exécutive, seule suffisait telle dans un contexte international, ou si vous voulez, africain, où aujourd'hui, l'expression n'est plus seulement, on va dire, l'apanage des leaders, des spécialistes, si vous voulez, la rue. Et M. Landa a la parole à travers les réseaux sociaux. Et on sentait quand même le besoin, on va dire, de faire le maillage entre l'exécutif et le Parlement. Le Parlement, où on le sait depuis pratiquement le successeur de Diomaye Faye, c'était assez bouillant au Sénégal. Il y avait pas mal de fractures. Et surtout, un Parlement où, on le sait, Sonko et Diomaye Faye n'avaient pas une certaine représentativité pour faire passer leur ligne, pour pouvoir légaliser leur ligne. Il me semble que c'était un pari finalement, si on voit un peu plus profondément, c'était un pari qui était aussi incontournable. Hein. Sauf si Diomaye Faye acceptait d'être minoritaire au niveau donc législatif. Or, vous le savez bien, la légitimité exécutive seule, sans on va dire ce côté politique, cet accompagné de l'Assemblée nationale, c'est gênant. Parfois même, on va le dire ainsi, on n'arrive pas à faire passer ses idées et ses projets. Diomaye Faye a quand même vécu les réalités de la minorité que le président de la République peut vivre au Parlement. Il a introduit, on va dire, un projet de révision constitutionnelle avec l'Assemblée nationale qu'il est venu voir, donc qui a commencé déjà à être bouillante depuis le règne de son prédécesseur Macky Sall. Tout à fait. Et on a pu voir en direct cette séance plénière-là qui a été des plus chaudes sous le président Bassirou Diomaye Faye, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans un contexte aussi où parfois il y avait aussi certaines voix qui dissonnaient depuis l'extérieur et qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil le régime sénégalais. Est-ce que ce n'était pas encore une fois
une façon d'aller en aventure sans forcément être sûr de là où on va ou de la destination. Tout à fait, il n'y avait aucune certitude. Parce que ça pouvait aussi tourner dans le sens contraire. Tout à fait. D'ailleurs, ce vent, on va dire, de blocage, où on a vu Diomaye Faye et son projet constitutionnel être freiné, ce vent-là s'accompagnait d'une petite musique qui pratiquement tendait à restaurer déjà, à oublier déjà les raisons pour lesquelles, on va dire, le régime passé a échoué en faveur de Diomaye Faye et de Sonko à la présidentielle. On sentait pratiquement déjà le vent tourner. Effectivement, c'est vrai que c'était risqué, c'est vrai que Diomaye Faye et Sonko risquaient effectivement on va dire, de conforter cette petite musique-là en laissant la victoire être celle de Macky Sall et de l'opposition actuelle. Heureusement pour Diomaye Faye, où on a senti effectivement aussi que la population a voulu donner de l'espace, donner le boulevard au duo, au Premier ministre et son président, pour pouvoir peut-être expérimenter leurs idéaux, leur projet. Tant mieux pour eux. Justement, tant mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, 130 députés sur 165. Raz de marée. C'est justement inédit presque. Et en même temps, c'est une immense, on va dire, une écrasante majorité obtenue par l'exécutif. Est-ce que vous avez l'impression qu'à partir de là, l'action gouvernementale, telle qu'impulsée désormais par l'exécutif, mais accompagnée par 130 députés sur 165, aura une certaine linéarité, une certaine cohérence aussi au Sénégal désormais? Il n'y a pas meilleure option, ou plutôt, il n'y a pas meilleur rêve que cette réalité sénégalaise aujourd'hui pour un dirigeant. Effectivement, il y a même trilinéarité, si vous voulez. On sent qu'au niveau de la population, effectivement, les gens ont épousé et jusque-là restent fidèles à ces lignes tracées, à ces promesses faites au cours de plusieurs années, effectivement, qui ont précédé la présidentielle et à l'occasion de la présidentielle et même après la présidentielle. On sent que la population, donc, à la base, a adopté ou plutôt s'attend à ce que ces promesses-là soient mises en application. Et au niveau législatif, il y a aussi que la pression populaire est claire. Ceux qui sont élus sous les bannières de ces promesses-là auront du mal à retourner leur veste, basculer peut-être au niveau de l'extrême, de la petite minorité pour pouvoir reconstituer une opposition législative peut-être de blocage. À ce nombre, je pense qu'il y a que ce résultat renvoie peut-être l'image de celui qui n'a plus le choix que de réussir à Sonko et à Diomaye Faye. Ils n'ont plus de choix qu'au soir peut-être ou à un moment donné où il faut commencer par faire le bilan. Ils n'ont pas de choix que de montrer des résultats palpables parce que finalement, il n'y aura pas d'alibi, il n'y aura pas de bouc émissaire parce que, quoi qu'on dise, on peut prévaloir des blocages législatifs pour prouver qu'on n'a pas pu faire passer ces idéaux, on n'a pas pu dérouler ces projets et là, ces alibis-là, ces boucs émissaires ne peuvent pas exister et ça sera, on va dire, un cas d'école aussi pour les observateurs et nous, petits analystes, que cet exemple sénégalais parce que quand on a 130, quand on a pratiquement la totalité, on va dire, du Parlement, dans des conditions où personne ne met en doute la clarté dans laquelle les choses se sont déroulées. Personne ne remet en doute, on va dire, le choix fort du peuple sénégalais. Tout le monde, pratiquement, même les perdants, rapidement, Macky Sall et autres, ont reconnu, se sont positionnés par rapport à ce choix-là. C'est un cas d'école pour voir comment est-ce qu'avec ce trop de pouvoir et ce large boulevard, comment un exécutif, comment un premier ministre comme Sonko redoré, comment un Diomaye Faye aussi, on va dire, dans ses plus beaux jours, peut, on va dire, gérer la chose publique, exécuter ses projets et quel bilan à la fin cela peut donner. C'est un cas d'école effectivement qui peut être opposé à ce que nous voyons dans ce qu'on a jusqu'ici appelé les grandes démocraties est un peu différent, ce cas d'école-là, et la comparaison et les analyses seront très intéressantes à la fois pour les populations et pour les observateurs. Parlant justement de comparaison, il y a un cas similaire, c'est-à-dire qu'on a aussi décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, puisque c'est ce que Bassirou Diomaye Faye a fait. En France, par exemple, et bien avant le Sénégal, le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale
et puis les législatives anticipées ont eu lieu, l'exécutif n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et je l'ai dit, il y a une semaine, l'Assemblée nationale a fait tomber le gouvernement Barnier, et qui n'est pas, on va dire, un gouvernement des plus stables ou des plus confortables. Le gouvernement est tombé dans le contexte de l'examen de la loi de finances de l'année 2025. Alors, comment est-ce que les parlements, on va dire, les députés de tout pays arrivent à faire battre autant le cœur de la démocratie? Bon, je pense que c'était déjà même dans l'essence de la démocratie elle-même, depuis l'origine, que de faire en sorte que soit le peuple exprime directement lui-même et dans son entièreté la beauté, exprime parfois violemment la beauté de la démocratie dans ce qu'elle peut comporter de parfois dissonant, parce que c'est pluriel, ou carrément que ce peuple-là délègue, désigne, se fasse représenter, et là on a les parlements. Donc c'est l'essence même de la démocratie. On ne saurait effectivement aujourd'hui et même hier. Parfois l'expérience peut être douloureuse. Mais violente. Justement. Parfois même désagréable aux yeux de ceux qui aiment le calme. Mais le tumulte, parfois cette violence-là, c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Parce que si vous enlevez aux représentants la violence verbale, on va dire, si vous voulez, l'extrémisme parfois dans la défense de leur position, alors quid de la pluralité des expressions qu'on a au niveau de la population? Or, c'est la population qui a délégué, c'est elle qui s'est faite représenter. Donc, parfois, oui, pour des gens qui aiment le calme, pour des gens qui aiment l'ordre, ça fait dissonance, ça fait violence, mais c'est aussi ça la démocratie. Et vous avez dit Sénégal, France, on a exemple et contre-exemple, effectivement. Absolument. Pour des paris. Qui s'opposent, ouais, tout à fait. Paris, avec les mêmes réalités presque de départ, tout à fait, et des issues très différentes. Très différentes. C'est vrai que ce qui arrive en France ne peut pas être pris, on va dire, dans l'analyse, ne peut pas être pris, on va dire, avec une vision court-termiste. Non, il faut prendre les choses dans le long terme pour voir comment est-ce que progressivement, effectivement, on est passé pour les grands partis, surtout les grandes factions politiques, on est parti, on va dire, de la domination droite, gauche, centre, à pratiquement miette finalement. On a du mal à fixer les caps, à voir les idéologies et les groupes. Donc je pense que c'est une dégradation progressive qui a amené à pratiquement au fait qu'aujourd'hui, l'électeur, peut-être le peuple français, a du mal finalement, on va dire, à se faire son chemin, si vous voyez. Et peut-être c'est l'occasion pour nous ici de nous réjouir, parce qu'il y a eu des débats sur la pluralité, la pluralité des courants, si vous voulez, et la tendance qu'il a gagnée avec, bien évidemment, la détermination du chef de l'État ici, c'est, on va dire, de réguler, on va dire, la pluralité. Finalement, c'est un pari gagnant pour un pays comme le Bénin. Trop de, si vous voulez, trop de factions, que ce soit au niveau des partis politiques sans contrôle, trop de factions et trop, si vous voulez, de courants au niveau des parlements, ça peut être intéressant. Mais le cas français, et même ailleurs, parce qu'avant la France, n'oubliez pas, on a eu le cas de la Grèce un peu plus longtemps, et récemment le cas de l'Angleterre, où pratiquement en un an, on a eu trois gouvernements. Vrai, vous avez le cas difficile d'Israël aujourd'hui. S'il n'y avait pas peut-être la guerre avec le Hamas aujourd'hui, on ne sait pas si ce pays aurait de gouvernement. On a eu récemment le cas belge, où c'était compliqué aux Belges d'avoir un premier ministre, d'avoir un gouvernement, parce que effectivement c'était assez bouillonnant au niveau des parlements. Quand on voit que même la pluralité, même la multiplicité des courants et parfois aussi s'avérer un handicap. Un handicap, il faut peut-être voir autrement. Comment parfois aussi faire des réformes. Tout à fait. Et il faut se réjouir de ce que peut-être ici nous on a fait. Et donc cette analyse long-termiste nous permet de voir effectivement que parfois, on a donné des tuniques de grande démocratie à certains, mais peut-être que c'était trop osé. Il faut dire que parfois aussi, en se basant sur ces réalités, certains estiment, peut-être pas à juste titre, que la démocratie telle que pratiquée par ces États-là, ou parfois, oui, justement, que nous voyons, parfois aussi peut s'avérer un peu trop désordonné, non? Lorsqu'on voit tous les mouvements qui parfois tendent à bloquer l'exécutif dans son action.
Non, pas désordre. C'est vrai que quand on prend les choses à court terme, oui, on peut parler effectivement du désordre, surtout quand aujourd'hui... Mais une analyse de long terme... Quand vous prenez 10 ans, 20 ans, finalement, vous voyez que l'action publique dans ces pays-là, ou plutôt dans les pays démocratiques de façon générale, l'action publique, malgré ces débats sur lesquels on se focalise, semble parfois nuancer le fait que malgré qu'il y a des blocages, il y a que les constitutions ou les textes, en tout cas, donnent toujours les moyens à l'exécutif, aux dirigeants, de faire suivre l'action publique. C'est vrai que... nous focalisons, surtout nous les médias, sur les dérapages de ces débats-là, mais même en France, même quand il y avait, on va dire, cette difficulté pour Macron de manœuvrer, il y avait quand même des lois sur lesquelles les gens, au-delà des clivages, arrivaient quand même à faire consensus et à les faire passer. C'est vrai que quand ça passe, on fait moins de focalisation. Justement. Donc, je pense qu'il y a du tumulte. Ça peut être dérangeant, mais je pense aussi que la démocratie peut-être ne s'est pas aussi bien portée qu'aujourd'hui parce que l'offre est différente. On a des pays où c'est régulé, où c'est moins, si vous voulez, épaisse, comme le Bénin. On a des pays où les gens font l'exemple de la peut-être pluralité, comme au Sénégal, où carrément des courants arrivent quand même à faire des scores intéressants. Et on a aussi des spectacles comme en France où ça semble nous dire que la démocratie est difficile. Mais non, tout ça c'est... Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que, comme j'ai commencé à le dire, le cœur de tout système démocratique, c'est le Parlement. Tout à fait. Par exemple, il y a aussi un exemple qu'on n'a pas évoqué. Il y a l'exemple de la Corée du Sud, où le président a décrété un état d'urgence. Voilà, une loi martiale. Et l'Assemblée nationale de la Corée du Sud a cassé cela. Ça a plongé le pays dans une autre tournure, où là, le président sud-coréen est en train de douter sur son propre sort. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va pas? Il a d'abord présenté des excuses, mais tout ça là a été impulsé au Parlement. Est-ce que le Parlement ne constitue pas, sans vouloir déclencher, on va dire, une querelle interinstitutionnelle, ne constitue pas, on va dire, la pierre angulaire de tout système démocratique? C'est le cas hier, aujourd'hui, ça le sera demain parce qu'effectivement, comme on l'a dit déjà, vous prenez un exécutif quel qu'il soit, même, on va dire, élu à, si vous voulez, 98% de suffrage universel et donc légitime, sans ce volet-là, sans le côté, on va dire, animation politique, ça demeure un peu fade. Il y a comme un manque. Et donc, quel que soit le type de démocratie, même quand vous avez un type de démocratie comme chez nous, on va dire en Afrique, où les régimes sont plus présidentiels que, si vous voulez, parlementaires, on a besoin d'avoir, on va dire, avec soi les parlements. Oui, c'est là que bat le plus la démocratie. C'est là le cœur de la démocratie. Et le cas coréen nous a montré que même quand on veut dribbler la foule, parfois, effectivement, ça peut être intéressant d'observer comment est-ce que les parlements peuvent réagir. Parce que ce que le président coréen ne disait pas, c'est quand même qu'il fleurait aussi, on va dire, une mise en défiance. Il fleurait un vote de défiance. Et je pense qu'il a voulu contourner, notamment effectivement en essayant d'effacer le Parlement, peut-être histoire d'obtenir ce que Emmanuel Macron a tenté aussi, un autre vote après l'état d'urgence, si vous voulez, la loi martiale. Et les parlementaires ont été plus aptes, mais surtout parce qu'ils ont été supportés par la population. C'est là aussi peut-être qu'il faut revenir sur cette proximité parfois que le Parlement a avec le peuple. Il y a plus de proximité. Parce que ça paraît normal puisque le Parlement est la version réduite du peuple. Tout à fait, la représentation. Du peuple qui siège à l'Assemblée nationale. Et c'est même cet aspect-là qui fait effectivement que le Parlement, comme votre question le disait il y a quelques minutes, est beaucoup plus le pouls. Là où tout se tâte, là où on sent effectivement si un pays, on va dire, respire beaucoup plus de démocratie ou pas. Alors justement, le Parlement béninois a donné quitus à l'exécutif pour la loi de finances de l'année 2025. Au Sénégal, plus d'inquiétudes. En France, par contre, beaucoup de questions. Aujourd'hui, le président français devrait communiquer, ou on va dire publiquement, le nom de son Premier ministre qui va installer un nouveau gouvernement.
Vous pensez que ce nouveau gouvernement français va pouvoir durer avec l'Assemblée nationale qui, elle, reste en l'état? Non, je pense que tout dépendra des résultats de cette concertation qui a été enclenchée depuis pratiquement la chute du gouvernement Barnier. Il y a eu des consultations, il y a eu, on va dire, des approches. On ne sait jusque-là pas ce qui a été retenu par le président de la République française. Parce que de toutes les façons, c'est lui le président. C'est vrai que l'issue des législatives dernière en France lui donnait quand même, on va dire, des indicateurs. Il peut enfin les saisir parce qu'il n'avait pas voulu avant saisir ces indicateurs-là, notamment faire en sorte que les majorités relatives puissent, on va dire, tenir les gouvernails au niveau de l'exécutif, même si on allait se retrouver peut-être avec un gouvernement d'union. C'est ailleurs qu'on avait l'habitude d'entendre ces mots-là, un gouvernement peut-être d'union nationale, entre guillemets, mais donner plus de gouvernail aux majorités relatives. Il n'avait pas voulu prendre cette direction-là. Certains espèrent, et peut-être c'est mon cas, que peut-être qu'il va renvoyer la balle, la responsabilité aux majorités relatives, qui sont elles aussi vraiment relatives, même en leur sein. Vous prenez la large gauche, si vous voulez, le front qui est arrivé peut-être majoritaire à l'issue de ces élections-là, mais qui, on le sait, à l'interne est fracturé, mais il faut leur envoyer l'ascenseur pour qu'enfin on voit comment, on va dire, au pouvoir, à l'exécutif, si vous voulez, cette coalition-là, finalement, peut s'entendre ou pas, guérir ses plaies ou pas. Le défi du pouvoir. Tant qu'on n'aura pas fait cet essai-là, on ne sait pas comment ils peuvent ou pas exercer le pouvoir. Et finalement, ça va se sentir comme toujours une tentative pour Emmanuel Macron de dribbler, on va dire, les résultats des législatives. Et donc, on va voir, le non va traduire la décision prise par Emmanuel Macron. Le non va nous dire dans quelles conditions finalement ces concertations-là se sont déroulées, parce que finalement aussi, il y a comme une volonté farouche pour Emmanuel Macron de ne pas inclure certaines ailes des majorités relatives. Je dis majorité relative parce que finalement, il n'y a rien de si représentatif dans ce que les résultats des législatives nous ont donné en France. On verra bien de près ce qui va se passer, justement en essayant de voir et de scruter aussi de très près le profil du prochain Premier ministre en France suite à cette injonction donnée par l'Assemblée nationale de France. On va mettre, oui, si vous voulez, en un mot, tout ça nous dit quand même qu'il ne faut pas, comme on a l'habitude de le faire, toujours jeter, on va dire, de l'opprobre sur nos expériences. Nos expériences, je parle des pays africains, si vous voulez, des pays parfois considérés comme les éternels apprentis de la démocratie. Non, on voit finalement que trop d'expérience ne peut jamais vous épargner de l'apprentissage de la démocratie. Trop d'expérience ne peut pas vous garantir que vous avez fini l'expérience. C'est un éternel apprentissage et parfois, les meilleurs dans la chose sont peut-être les petits élèves et nous donnons des exemples. C'est calme, ça passe, le Sénégal c'est beau, au Bénin pas mal. Même quand on change de cap comme au Togo, ça passe avec les sénatoriales annoncées. Au Ghana c'est bon. En tout cas, de toutes les façons, c'est moins bouillant, moins dissonant comme ailleurs où on regarde, où on avait à l'esprit que c'était les grandes démocraties. Merci Latif Boni, vous restez avec moi en plateau. Nous allons voir rapidement ce qui fait aussi l'actualité sur la toile.